Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Un vrai bouleversement que ce qui est observé dans le secteur de l'éducation, en tout cas le secteur public, cette année, nous dirons nombre d'observateurs. Plus de 500 enseignants ont perdu leur job ou du moins sont suspendus après donc l'évaluation diagnostique. Des milliers autres sont à la maison parce que interdit donc d'aller à ce test donc d'évaluation diagnostique et des classes sont jumelées. D'autres écoles sont carrément supprimées. Cela n'était plus arrivé depuis si longtemps. Et c'est dans ce contexte qu'est intervenues les négociations gouvernement-syndicat, négociations qui auront duré 4 jours. Nous saurons le point puisque nous avons ce soir sur ce plateau un des secrétaires généraux de syndicats ayant assisté donc à cette séance. Il s'agit du secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo Nayini. Bonsoir. Bonsoir, Virginie. Dites-nous, qu'est-ce que ces négociations auront donné, ces négociations qui, je le disais, auront duré 4 jours? Merci de m'inviter sur votre plateau. Je salue Virgile, je salue Joël Tchogbe, Patrice Vala, et je vous félicite pour tout ce que vous faites sur ce plateau pour informer les auditeurs. Les négociations ont duré 4 jours, mais au finish, rien sous la dent à croquer. Ah oui? 4 jours pour rien. Oui, 4 jours pour rien parce que, évidemment, à l'ouverture de la séance, j'avais annoncé aux travailleurs qu'il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de particulier. Nous allons tourner en rond, nous allons faire la ruse, nous allons faire la rage. Et finalement, fondamentalement, aucune des revendications n'a été satisfaite. Je vais rappeler qu'à l'ouverture de la séance, après le discours d'ouverture du président de la commission, monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biya Tchane, souvent la parole est donnée aux secrétaires généraux de confédération pour qu'ils se prononcent. Je me suis prononcé sur le discours d'ouverture en montrant ce jour-là que le gouvernement de la rupture, essentiellement par rapport à la pratique qu'on a eue de lui depuis 3 ans, ne fait qu'agresser les travailleurs et même le peuple. Beaucoup d'actes d'agression des travailleurs. Quelques exemples, si je prends d'abord même les déguerpissements. Parce que lorsque la CSTB parle des travailleurs, je l'ai dit ici, ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Mais ça, ce que vous dites, ce n'est pas très scolaire. Oui, donc c'est le fait d'avoir déguerpi des gens qui n'avaient pas été prévenus. Les conséquences, vous les connaissez. On a eu même des morts dans cette affaire. Des gens ont attrapé des cris de démence. Mais pour ce qui est aussi des autres travailleurs, les travailleurs salariés, il y a des lois scélérates telles que la loi sur la grève qui ne permet plus aujourd'hui aux travailleurs de revendiquer leurs droits par la grève. Il y a la loi qui interdit aux employeurs de signer des contrats à durée indéterminée. Il y a la loi qui permet de licencier de façon arbitraire, abusive, un travailleur selon l'humeur du patron sans justifier. Il y a la loi qui permet, c'est-à-dire le code pénal qui permet d'arrêter des gens et de les mettre en prison pour attroupement, comme on appelle, non armé. Et ça, c'est des formes d'agression. Il y a même de façon physique, si vous prenez comment on appelle, lorsqu'on parle de ces lois-là, vous allez vous demander, mais comment c'est une forme d'agression? Si vous ne pouvez pas faire grève, si vous ne pouvez pas vous attrouper pour pouvoir revendiquer vos droits, si vous ne pouvez pas avoir droit à un contrat à durée indéterminée pour donner un peu de sécurité à votre contrat,
si vous pouvez être licencié à tout moment, c'est assez grave, c'est une forme d'agression. Oui, et puis le 1er mai... Kassa Mamponaini, les négociations, les dernières, hein, les négociations de la semaine dernière étaient axées essentiellement sur l'éducation, non? Non, ce n'est pas seulement sur l'éducation. C'est ça justement ce que je vous dis. À l'ouverture, je vous rends compte déjà de l'ouverture du décor que j'ai planté en montrant que les travailleurs sont agressés. Le 1er mai, vous avez vu les images à la bourse du travail. Des gens qui, le 1er mai, fête internationale du travail, conquis de haute lutte, qui est célébré dans le monde entier, dans les rues. Et au Bénin, tout le monde sait que depuis plusieurs années, la CSTB célèbre le 1er mai dans les rues. Nous avons rempli les formalités et on vient nous gazer, on vient nous charger. Et avec des armes sophistiquées aujourd'hui, ce n'est plus des simples grenades qui donnent donc un peu la toux, mais c'est des grenades qui blessent, des grenades qui peuvent vous tuer. Puis dans l'après-midi, vous avez personne suivi... n'était décédé. Hein? Soit dit en passant, personne n'était décédé ce jour-là. Vous n'en savez rien, personne n'est décédé ce jour, mais vous ne savez pas les conséquences. Moi, je traîne les séquelles jusqu'à ce jour. Sans oublier j'avais déjà des séquelles de 2013. Maintenant, j'ai d'autres séquelles et beaucoup de militants ont eu donc ces séquelles-là. Et vous voyez des travailleurs en train de courir pour échapper donc aux grenades un 1er mai dans un pays qui se réclame d'état de droit. État de droit, et vous entendez nos ministres dire, nous sommes dans un état de droit. Le droit là, c'est où? En fait, c'était voilà le premier rendez-vous après donc, ces événements du 1er mai. Et c'était donc le moment de lui faire l'état des lieux à ces ministres. Qu'est-ce qu'ils vous ont... Mais après ça, j'ai présenté quelques revendications. En commençant par l'augmentation, c'est-à-dire vu le coût de vie aujourd'hui, dans le secteur public et privé, vu que donc le coût de vie est monté de façon vertigineuse et que le gouvernement, conséquemment, a augmenté les salaires des ministres, des politiques en général, j'ai demandé, la CSTB a demandé une augmentation du SMIC d'abord, par rapport au secteur privé surtout, et une revalorisation, j'ai demandé une augmentation de 50% au moins, et une revalorisation du point indiciaire pour le secteur public de 25% au moins. Et naturellement, la hiérarchisation des salaires, parce que depuis 2014, qu'on a augmenté le SMIC, on a porté le SMIC de 31 000 à 40 000, mais on n'a pas hiérarchisé les salaires, puisqu'on n'a pas pu dire, celui qui était à 40 000, lui va à combien, et c'est resté comme ça. Et chaque fois qu'on pose le problème, on dit, bon, on ira voir le patronat, Or, c'est couplé, lorsqu'on augmente le SMIC, immédiatement, on doit hiérarchiser les salaires. J'ai posé le problème de cette augmentation qui doit aller au moins à 50% pour ce qui est du SMIC et à 25% pour ce qui est de la revalorisation du point indiciaire. J'ai aussi posé le problème des questions des libertés. Et ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc, ces points que je viens de soulever ont été inscrits à l'ordre du jour. Et je vous dirai ce qu'il en a été, puisque ça a été inscrit au divers. Et on en a discuté. Justement, quand vous avez fait tout cet état des lieux, vous avez signifié votre mécontentement et ces revendications par la suite. Quelles ont été les réponses des différents ministres? Les réponses, c'est d'abord, on nous a distrait avec les comptes rendus des négociations faites au niveau de chaque secteur. Or, finalement, comme négociation, aucun problème véritablement n'a été réglé au niveau des secteurs. Mais pour ce qui est des problèmes que j'ai posés, les problèmes liés à la revalorisation, on nous a dit au dernier jour que le gouvernement n'a pas de moyens pour augmenter la valeur du point indiciaire. De la même manière, on n'a pas les moyens d'augmenter le SMIC. Et que pour ce qui est de la hiérarchisation des salaires, que le débat va se poursuivre avec le Conseil national du travail. Donc, aucune solution. J'ai réagi immédiatement pour dire, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas nous dire dans un pays où des ministres sont d'abord des salaires inconnus.
Parce que vous vous rappelez, je crois en 2016 ou 2017, quand l'ancienne Cour constitutionnelle a demandé au ministre des Finances de donner les salaires des ministres, ce qui dans d'autres pays est connu sur Internet. Le gouvernement a refusé de donner des salaires. Donc on ne sait pas combien nos ministres gagnent. On ne sait pas combien le président gagne. On sait au moins que le préfet a 5 millions. Si le préfet a 5 millions, donc il faut imaginer ce que le ministre peut gagner. Encore qu'il y a des ministres, Tergal, il y a des ministres, des salaires des gens qui sont à 16 millions, d'autres à 10, d'autres à... On ne sait à combien. Ça, c'est les rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est ça que j'ai dit au ministre d'État, parce qu'au départ, il me disait, mais monsieur Kassa, vous êtes un grand secrétaire général, vous ne pouvez pas parler comme un homme de la rue sur la base des rumeurs. Je dis, monsieur le ministre, si vous ne voulez pas qu'il y ait des rumeurs, faites publier les salaires des ministres. C'est simple ça. Ils travaillent pour la République. La République doit connaître combien ils gagnent. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Les salaires des ministres n'ont pas été publiés. Tous ceux qui sont, je vous rappelle, tous ceux qui gagnent des salaires politiques, de façon générale, ont de grosses sommes, ont de gros salaires. Et même dans des ministères, même à la présidence, ceux qu'on a fait entrer tout récemment en faveur de la nouvelle loi sur les collaborateurs externes, on peut fixer un salaire à qui on veut. Et vous avez de hauts cadres qui travaillent depuis des années, qui sont à de maigres salaires, et des gens qui sont nouvellement recrutés et qui gagnent des millions. Et lorsqu'on dit oui, augmenter les salaires, on dit non, c'est la masse salariale, c'est la... Comment on appelle ils ont un terme là. L'assiette ou la fourchette? Non, c'est pour montrer que le rapport entre la masse salariale et le budget général doit respecter certaines normes. Nous disons que ce qui alourdit la masse salariale, ce ne sont pas les salaires des fonctionnaires, mais ce sont des salaires des politiques. Bref, qu'il n'est pas possible qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent. Ce qu'on peut nous dire, j'ai dit que la revendication sur l'augmentation du SMIC et de la révélation du point indiciaire, elle est non négociable. Ce qu'on peut négocier, c'est les proportions, c'est les pourcentages. Donc, rien n'a été obtenu. Pour ce qui est des libertés, nous sommes revenus sur les libertés parce que le Bénin est dans une situation sérieuse, c'est assez grave. Vous vous rappelez, en 2017, le 2 novembre, j'ai dit au ministre qui était présent, c'est votre gouvernement qui a jugé et condamné Laurent Métaillon le 2 novembre sans l'écouter en disant qu'il a placé des fonds dans une banque en faillite à la BIB en espérant des rétrocommissions. Après des débats, après donc les juges qui finalement se révèlent comme des juges à ordre aujourd'hui, puisque des juges n'ont même pas été capables de respecter la décision de la Cour constitutionnelle qui avait condamné la procédure utilisée par la Cour. Il était question d'arrêter la procédure. Mais ils ont poursuivi. Première condamnation sans élément. Deuxième condamnation à la criette sans élément où Laurent était sur... Les autres étaient sur le point d'être libérés quand le ministre de la Justice a dissous la Cour, la chambre du juge qui devrait libérer, qui jugeait depuis des mois, et on a confié le dossier au président de la criette lui-même, qui a jugé et condamné le même jour. C'est clair que Laurent est en prison pour la volonté, pas la volonté du gouvernement. C'est le gouvernement qui a jugé et condamné Laurent. Et là, il n'y a pas que Laurent. Il y a beaucoup de prisonniers politiques, plus des centaines en prison aujourd'hui et d'autres en exil. Est-ce que à des séances comme ces négociations, quand vous allez poser tous les problèmes à la fois, vous n'embarrassez pas le gouvernement, vous ne vous embarrassez pas vous-même, tout simplement? Mais monsieur Virgile, lorsque vous allez en consultation chez le médecin et il vous demande un bilan, c'est à vous de choisir les analyses que vous allez faire et celles que vous n'allez pas faire. Il vous pose des questions sur qu'est-ce que vous sentez, de quoi souffrez-vous.
vous vous exposez tous vos maux. Un mal peut entraîner un autre. Nous allons au gouvernement, nous posons tous nos problèmes. Au gouvernement de savoir comment régler les problèmes, encore qu'il y a des problèmes pour lesquels, pour trouver des solutions, on n'a pas besoin d'argent. Pour libérer Laurent Metoyer, on n'a pas besoin d'argent. C'est une question de volonté. Pour arrêter, pour libérer tous les prisonniers politiques, les jeunes étudiants qui sont là, les artisans, tout ce qu'on a mis en prison à cause de la loi sur le numérique ou de la loi sur l'attroupement non armé, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Ceux qui sont poursuivis et qui sont à l'extérieur, j'ai donné l'information que dans le journal Mémoire, comment on appelle, Lettres du continent, il est écrit que plus de 1600 Béninois sont en train de chercher asile dans 9 pays européens et les États-Unis. Ne parlons pas des pays de la CEDEAO, au Togo et autres. Donc les Béninois sont en train de courir. Et là on parle d'état de droit. Ça, on n'a pas besoin d'argent. On peut dire il nous manque d'argent pour faire asphaltage, pour faire ceci. Mais on n'a pas besoin d'argent pour libérer les Béninois. Par rapport à ça, aucune réponse n'a été donnée. On va revenir tout à l'heure sur les problèmes spécifiques du monde des enseignants. Pour ce qui est des enseignants. On va y revenir tout à l'heure, mais Joël Tchogbe, est-ce que des problèmes posés de cette manière, comme je semblais le dire, ça ne pose pas un problème en soi? C'est vrai que on doit pouvoir s'entendre sur, effectivement, la nature même de ces assises, puisque vous parlez donc de dialogue, de concertation entre les centrales et confédérations syndicales et puis le gouvernement. Donc nous sommes là dans la haute sphère des négociations entre les représentants des travailleurs et puis l'exécutif qui aujourd'hui se trouve être l'entité qui a les manettes en main pour pouvoir piloter les dossiers et pouvoir concrétiser un certain nombre d'actions. Alors, bien évidemment que en convoquant les centrales syndicales pour prendre part à ce genre de dialogue, le gouvernement se doit, et je suis convaincu que le ministre d'État, Abdoulaye Biao Tchani également, qui aujourd'hui, je vais le dire comme ça, symbolise le gouvernement, prend les initiatives à ce niveau. On élabore habituellement un cadre référentiel dans lequel on met les points à débattre au cours donc des 4 jours ou au cours donc de la période du dialogue. Alors, qu'on transmet en principe, et ça, M. Kassamampo nous le dira tout à l'heure, qu'on transmet en principe aux centrales et confédérations syndicales. Maintenant, les centrales et confédérations syndicales, elles aussi, ont l'obligation, suivant leurs pratiques habituelles, de rédiger leur plateforme revendicative ou également de faire donc la nomenclature des points précis sur lesquels elles entendent quand même interpeller le gouvernement. Donc, si on s'entend sur les deux notions essentielles, ou bien les deux démarches qui incombent à la fois au gouvernement et maintenant aux centrales et confédérations syndicales, on pourrait donc avancer dans le débat. Mais si, malheureusement, l'élaboration donc de ce cadre référentiel des points à débattre au cours donc des discussions, on ne s'entend pas sur ça, cela peut expliquer que à l'ouverture justement d'un tel dialogue ou bien d'une telle concertation, que ce à quoi vous faites allusion, que cela puisse advenir et qu'on peut retrouver maintenant un gouvernement qui vient à l'ouverture du dialogue ou bien de la concertation avec un discours officiel qui trace, je vais dire, les trajectoires, les signaux donc des discussions et qu'en face, les centrales et confédérations syndicales, un peu comme à l'instar de la CSTB, que M. Kassamampo puisse également exposer les points sur lesquels lui voudrait quand même entendre le gouvernement. Maintenant, sur le fond de la question, on a convoqué la concertation pour essentiellement parler donc des problèmes du monde scolaire. Pour essentiellement... Il a dit que c'est au-delà. Voilà, au-delà. C'est pourquoi j'ai dit essentiellement, puisque nous sommes également dans un contexte d'ouverture de la rentrée. Donc, il était, pour moi, la prédominance des discussions serait donc cristallisée sur les points qui touchent au monde enseignant, à l'école béninoise, et puis peut-être par extension, on pourrait maintenant glaner donc des points annexes. On parle des libertés, on parle donc d'autres choses. Maintenant,
pour moi, il s'agira de faire la part des choses. Parce qu'il faut s'entendre sur l'essentiel. Le gouvernement aujourd'hui, pour ce que nous avons pu observer jusqu'ici, le gouvernement aujourd'hui ne parle pas le même langage que M. Kassamampo. C'est-à-dire que, quand vous l'avez écouté tout à l'heure, il est revenu sur un certain nombre d'actes qui pour lui constituent une agression frontale du monde syndical, du monde donc des travailleurs. Voilà en général. Quand il fait allusion, par exemple, aux questions des libertés publiques, et il a notamment cité des lois qui aujourd'hui encadrent donc l'exercice ou bien la jouissance même du droit de grève. Aujourd'hui donc c'est restreint, on a seulement 10 jours au Bénin. Il a également parlé donc de ces lois qui portent donc sur l'embauche, les collaborateurs extérieurs. Il parle également de la forte distorsion entre les salaires qui existent aujourd'hui, entre les salaires politiques et les salaires des travailleurs qui sont également gradés dans l'administration publique. Quand il fait donc allusion à tout cela, il fait également allusion à l'agression, je vais le dire comme ça, avec l'usage de la force, un 1er mai où on était censé célébrer donc le travailleur. Quand il fait allusion à tout ça, je crains que le langage qu'il parle ne soit pas compris du gouvernement. Que ce soit lui qui agresse le gouvernement. Voilà. Le gouvernement se sentira certainement agressé, un peu comme vous le dites là, parce que le gouvernement, jusqu'ici, entend assumer et continue donc d'assumer ce bilan. Le bilan peut être un bilan passif, mais de toutes les façons, le gouvernement aujourd'hui pense qu'il fallait absolument faire ces réformes pour pouvoir donc avancer dans les projets de développement, pour empêcher par exemple que les grèves intermittentes ne viennent donc annihiler les efforts qu'on consentit dans le secteur de l'éducation et tout cela. Quand on revient sur les problèmes des exilés politiques et des détenus politiques, notamment avec un symbole aujourd'hui à qui on rend encore une fois hommage, M. Laurent Métognon, qui a été condamné dans des conditions effroyables, il faut encore le dire, qui choque la conscience même, quand il dit que le gouvernement n'a pas besoin d'argent pour libérer Laurent Métognon. Encore une fois, c'est le langage du combattant qu'il est. Il défend ce langage, il revendique d'ailleurs, puis il l'assume. Mais est-ce qu'en face, le gouvernement, lui, considère Laurent Métognon comme un détenu politique? Je me rappelle très bien que, il y a quelques mois en arrière, au cours donc d'une discussion, il s'en rappellera donc certainement, le chef de l'État lui-même n'a pas voulu reconnaître que Laurent Métognon, par exemple, était un détenu politique. Et par extension, quand on parle des prisonniers politiques et qu'on fait également allusion aux exilés, le chef de l'État, au cours donc d'une concertation avec certains corps constitués de la nation, avait dit que ceux qui ont maillé à partir avec la justice au Bénin, ce sont ceux-là qui ne veulent pas assumer leurs erreurs et qui ont pris donc la poudre d'escampette. Donc quand c'est comme ça, il faut forcément que les deux cas également aujourd'hui soient obligés de s'entendre sur les concepts, les terminologies, les éléments d'appréciation avant de pouvoir s'entendre. Mais si on ne le fait pas, je crains que ce qui se passe depuis 2017, en tout cas après donc l'adoption des lois et qui relaient aujourd'hui des lois à polémique, que M. Kassamampo et peut-être d'autres syndicats continuent donc de revendiquer ces points et qu'en face le gouvernement continue d'assumer donc son héritage. Patrice Abala, Kassamampo Naini nous renseigne sur la fin, et bien ça n'aura rien donné, ces négociations, c'est en tout cas son appréciation. Et je dirais que comme d'habitude, on assiste à ces genres de situations lorsqu'on parle de négociations entre centrales syndicales et les équipes gouvernementales qui se sont succédées à la tête de notre pays. Il y a de notoriété publique que les responsables syndicaux ont des plateformes revendicatives qui sont constituées de plusieurs points et dont on exige la satisfaction des autorités gouvernementales. Et pour la plupart du temps, on a toujours constaté que si le gouvernement doit donner raison ou doit donner suite à ces plateformes revendicatives, ce n'est qu'en quelques points qui visiblement ne sont pas des points qui intéressent beaucoup plus les syndicalistes. Et ça n'a pas échappé à la règle, cette rencontre, la dernière qu'ils ont eue avec les autorités gouvernementales. Et donc, les responsables syndicaux, pour ne pas dire les centrales et confédérations syndicales, ont des points revendicatifs qu'ils brandissent toujours. Les 1er mai,
quand ça vient, on sait que on va déposer un cahier au niveau du ministère de la fonction publique et du travail. Cahier qu'on n'a pas souvent, dont on n'a pas entendu la suite, souvent. Et comme pour évoluer, l'école a recommencé à rouvrir ses portes, il faut que l'on s'entende sur un certain nombre de points, puisque on s'est encadré par des lois, et pour ne pas donner l'impression d'être des dictateurs, il faut quand même appeler les acteurs sociaux avec qui il faut discuter, donner comme impression qu'on a une oreille tendue vers les travailleurs. Je suis tenté de dire que le gouvernement s'est vu obligé d'organiser ce genre de rencontres. Si on me dit, je n'étais pas présent, M. Kassamampo était présent, il nous a dit qu'il n'y a rien eu sous la dent à croquer. Mais si c'était le cas, alors qu'on a fait 4 jours à échanger, autour de quoi a-t-on changé? Est-ce à dire qu'on n'a pas un programme sur lequel il faut échanger? Parce que le secrétaire général de la CSTB nous a dit qu'il a évoqué un certain nombre de problèmes qu'il a posés au niveau de ces négociations. Est-ce que ça sort du cadre général de ces négociations ou bien ça rentre encore en ligne de compte de ce qui est prévu par le gouvernement d'être en discussion avec les partenaires sociaux? C'est une interrogation. Et vous avez posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas trop demandé ou bien même d'agresser le gouvernement en allant dans tous les sens pratiquement des points qui touchent à presque tous les secteurs. M. Kassamampo nous a dit, et c'est reconnu, qu'il ne s'agit pas que ceux-là qui travaillent au niveau de la fonction publique, qui constituent les fonctionnaires, ceux-là qu'on a déguerpis des abords des voies aussi, travaillent et gagnent leur pain sur les lieux de leur travail. De ce fait, il faut poser leurs problèmes également. La CSTB s'est peut-être fait le porte-parole de cette catégorie de personnes et aller poser son problème. Aujourd'hui, on s'en sort avec rien et le gouvernement est tranquille dans son coin. Peut-être tranquille. Le rien, ça dépend de qui apprécie. Hein, bon, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que je n'étais pas là. Ouais. Et même quand on donne satisfaction à quelques petits points, à quelques miettes de points, chez le syndicaliste, rien n'est fait. Et le syndicaliste a toujours des revendications, on ne verra pas. Si vous voyez un syndicaliste dire, oui, le gouvernement nous a satisfait, il a donné satisfaction à tout ce que nous avons eu comme revendication, il faut déjà se poser des questions sur sa qualité de syndicat. Le syndicaliste a toujours des points revendicatifs qu'il brandit. Même si on lui donne satisfaction à 100% de ce qu'il a brandi, il trouvera toujours. Ça, c'est leur rôle. On ne veut pas les en vouloir pour ça. Et donc, n'étant pas à cette rencontre, nous nous fions tout simplement à ce que nous dit le secrétaire général de la CSTB aujourd'hui pour dire que ce gouvernement est bien logé, est bien assis dans ses agissements. Il est dit qu'il faut surgir, il faut agir et il faut disparaître. Le gouvernement a surgi et agi. Il attend le temps de disparaître. Mais pour agir, il faut se faire entourer de toutes les garanties. Parlant de garanties, il n'a pas trouvé d'autre solution que de passer par le législatif. La 7e législature a voté tous les textes pratiquement qui aujourd'hui fondent le gouvernement à agir. Lorsqu'on parle de Laurent Mentoyon, on vous dira, il a rappelé Joël sur des plateaux, le chef de l'État n'a pas reconnu qu'il y a des détenus politiques au Bénin. Et on vous parlera de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un ministre du gouvernement qui a condamné Laurent Mentoyon. On vous dira que le judiciaire est différent de l'exécutif et différent également du législatif. Mais aujourd'hui, quand on a donné 2 jours de grève au maximum dans un mois, nous sommes en octobre. Les 10 jours de grève par an, c'est déjà réduit. Hein? On n'a plus 10 jours de grève aujourd'hui lorsque nous nous situons dans le mois d'octobre parce qu'il est limité dans un mois que vous n'avez que 2 jours de grève. Si vous avez laissé les autres mois passer, ça c'est dire donc que vous n'avez plus de marge de manœuvre pour agir. Un autre débat. D'ailleurs, on a vu la CSTB
qui a voulu consommer un jour Au ou moins deux. un jour, oui. Voilà, maintenant, il vous reste 9. Bon, il ne vous reste d'ailleurs plus 9. Ça n'a pas d'ailleurs pris. On a vu que les militants ont reçu le coup à Certainement, Kassama Ponaini, vous avez envie de réagir. Oui, j'ai envie de réagir parce que Joël, tout à l'heure, s'est posé la question de savoir si on s'est entendu sur un programme de débat. Avant de commencer, est-ce que le gouvernement avait la plateforme revendicative? D'abord, depuis son arrivée en 2016, toutes les confédérations centrales syndicales ont présenté leur plateforme revendicative. Donc, et chaque année, nous renouvelons ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir même une session, le gouvernement a toutes les revendications des travailleurs. Les sessions ordinaires, négociations, gouvernement syndical, c'est combien par an? Bon, normalement, c'est au moins 2 sessions ordinaires et il peut y avoir des sessions extraordinaires. Il se fait que c'est en septembre là qu'on a convoqué la première session ordinaire de l'année 2019. Non, c'est pas celui qui aura la seconde. Non, je vais vous dire pourquoi d'ailleurs cette session a été convoquée. Donc, le gouvernement a bel et bien nos différentes plateformes, les problèmes que j'ai évoqués, les problèmes liés au SMIC, liés à la révélation du point indiciaire, liés aux libertés, tous ces problèmes-là figurent dans nos plateformes qui ont été déposées depuis des années et qui n'ont pas eu de suite. Mais l'ordre du jour qui a été proposé prenait comme premier point pratiquement les questions liées à la préparation de la rentrée. Deuxièmement, les diligences, disons, les diligences et compte rendu des négociations sectorielles faites, c'est-à-dire que ce qui s'est fait au niveau de la santé, au niveau de la justice, ainsi de suite. Puis en troisième position, les questions diverses. Mais lorsque vous voyez par exemple les questions sectorielles qui sont évoquées, il y a plein de problèmes qui ne sont pas abordés. Donc, on a laissé tomber l'essence, une grande partie des problèmes qui figurent dans nos plateformes revendicatives. Et on a abordé les questions de rentrée, certainement parce que la rentrée est là. Finalement, c'est pour dire que donc, on prépare la rentrée, c'est pourquoi on convoque la session. Et là encore, lorsqu'on aborde la question de l'école, à part les primes, les miettes qu'on donne comme primes de rentrée, primes de journée de réflexion et autres là, les problèmes essentiels liés au manque d'enseignants, à la maternelle, au primaire, au secondaire et au supérieur, les problèmes liés à l'équipement, au manque d'équipement, au manque d'infrastructures telles que les bâtiments et autres, les problèmes liés au manque de laboratoires et tout ce qui permet, sans compter même le programme en lui-même qui depuis des années est dénoncé comme n'étant pas conforme à nos réalités. Un programme qui forme des gens sans emploi parce que ce n'est pas en adéquation avec nos réalités. Tout ça n'est pas abordé. Et lorsqu'on aborde ces problèmes, c'est sous forme de quoi? On a par exemple parlé des aspirants. Les vacataires, aujourd'hui on les appelle les aspirants, ce qui est un problème parce que les gens qui étaient vacataires depuis des années, des gens qui ont le CAPES, le BAPES, on dit qu'ils sont aspirants. Ils ne sont pas aspirants, ils sont enseignants. Celui qui enseigne depuis des années n'est pas encore aspirant. Donc, par rapport à eux, on a passé des tests et on a constitué ce qu'ils ont appelé une banque de données où on devrait puiser des gens et aller les positionner. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ils avaient organisé un test en mai où c'était essentiellement les vacataires sur le terrain qui ont composé. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ceux-là qui étaient là et qui étaient en fonction depuis des années et qui sont reçus, certains avec beaucoup d'expérience, d'autres avec CAPES, BAPES et autres, qui sont reçus,
n'ont pas été autorisés naturellement à composer pour le second test qu'ils ont organisé tout récemment. En fait, ils ont organisé d'abord un premier test en janvier, oui, puis en mai. En mai. Je crois que le premier test est en janvier et le deuxième test alors, en mai. Oui. Et le troisième test dernièrement. Ceux qui sont reçus en mai, là, janvier, mai, et qui n'étaient plus autorisés à composer, pour la plupart n'ont pas été pris. Et on a appris que pour la plupart des jeunes licenciés, parce que ceux-là qui n'auront qu'un salaire de 90 ou 95 000, et ceux qui ont le CAPES, le BAPES et autres, qui sont reçus au test de mai, n'ont pas été pris, pour la plupart. Mieux, c'est que les contrats signés, vous voyez, de 95 à 125 000, un professeur certifié à qui on donne 125 000 pour 9 mois. Et qui n'a pas le droit d'aller intervenir dans un autre collège. Or, avant, au moins, le professeur pouvait courir dans les autres collèges pour arrondir des angles. Il pouvait même aller jusqu'à 200 000 pour au moins préparer les vacances, parce que pendant les vacances, il n'est pas payé. Non seulement, on lui dit qu'il a 95 000 ou 105 000 ou 125 000, mais c'est qu'il n'a même pas le droit d'aller intervenir dans un autre collège. Plus grave, s'il est à Porto-Novo, il a passé le test à Porto-Novo, il est à Cotonou, sa femme est quelque part en train de vendre dans un kiosque ou bien au marché, on l'affecte à Malanville ou à Porga, comme un agent permanent qui a un contrat en bonne et due forme. Et on lui dit, on doit être prêt à servir partout où besoin sera. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il ira à Porga, il n'est pas un agent à plein temps, c'est-à-dire il travaille à plein temps, mais on lui paye un salaire. Lorsqu'on pose le problème, on dit non, qu'il est en pré-insertion sous la NPE. Donc son contrat est spécial. Or, c'est un contrat de travail. Un professeur qui travaille 9 mois doit se reposer comment on appelle, 3 mois. Il doit bénéficier des mois de vacances. Bref, là encore, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il n'y a pas eu amélioration des conditions. Et qu'est-ce que le gouvernement a répondu à tout ça? Comment le gouvernement répond que c'est une pré-insertion pour des gens qui travaillent depuis des années pour la plupart. Une pré-insertion. Une pré-insertion, c'est-à-dire qu'ils vont être définitivement recrutés. Et ils seront recrutés après. Ils seront embauchés. En fait, ils vont composer. Ce n'est pas qu'ils seront pré-insérés, c'est terminé. Que c'est la NPE qui va les prendre pour des gens qui ont fait l'école normale, qui ont le CAPES, qui ont le BAPES, donc ils sont pré-insérés. Des gens qui étaient vacataires depuis 2, 3, 4 ans, ils sont pré-insérés. Donc, la situation n'est pas réglée. L'autre problème qui est d'actualité, dont nous avons discuté là-bas, c'est la question du test d'évaluation pour lequel on a suspendu des enseignants du primaire et du secondaire. Cette question, vous la connaissez. Ça, c'est l'évaluation diagnostique. Oui, c'est l'évaluation diagnostique. Ce débat a eu lieu depuis 2018. Et vous savez que dans un premier temps, le gouvernement a programmé l'évaluation diagnostique pour les enseignants du primaire. Et en son temps, nous avons été prudents et nous leur avons dit, cette évaluation n'est pas diagnostique. Parce qu'une évaluation diagnostique pour un agent en exercice se fait en situation d'exercice. Pour un enseignant, c'est en situation de classe. Il ne faut pas aller composer. Les gens veulent certainement licencier. Et dans la période, les gens ont sensibilisé, et presque la majorité des enseignants du primaire étaient allés composer. Et lorsqu'ils ont corrigé, ils avaient eu environ, plus de 98% ont eu la mouette. Le gouvernement a annulé pour dire que c'était mal fait, il doit reprendre en juillet. C'est là où les gens ont dit, donc les Kassamampo avaient raison. J'étais même à Genève à ce moment. Quand les gens ont dit, quand je disais, n'allez pas composer, je suis déjà au courant de ce qui s'est passé au Niger ailleurs. La CSTB avait raison, d'autres enseignants avaient raison, des gens qui avertis nous avaient dit de ne pas aller composer. On ne va plus composer, en juillet ils n'ont plus composé. Le gouvernement a tourné, puis après, en janvier ou en décembre 2018,
Ils sont allés vers les gens du secondaire. Et à ce moment, le président nous a même convoqués à la présidence. Et c'est là, nous avons discuté sur cette question. Il dit non, il faut que les gens composent. On dit mais nous ne comprenons pas comment un enseignant qui travaille depuis 30 ans, il y en a qui sont agents depuis 32 ans, c'est parce que la loi dit qu'il faut avoir 60 ans pour aller à la retraite, ils sont encore là. Et il ira composer sur la même table que celui qui vient d'être recruté en 2016 ou 2017, sur une même épreuve pour dire qu'on veut diagnostiquer ces difficultés. Que ça n'a pas de sens. Les gens connaissent très bien, vos ministres connaissent les méthodes d'évaluation diagnostique. Comment le corps de contrôle, comment on appelle, suit l'enseignant. Ils connaissent tout ça. Et ils font des rapports. Donc, faire composer les enseignants comme ça, c'est d'abord les humilier. Et ce n'est pas, d'abord, ce n'est pas prévu par des textes, aucun texte. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais si vous revenez sur ça oui, au cours des négociations, qu'est-ce que vous attendez? Ce qu'on attend. Puis ça, c'est déjà fait. Non, ce n'est pas parce que c'est fait. Quand des soins sont mal donnés à un malade et qu'on découvre qu'il y a erreur médicale, on corrige. Le médecin a dû s'excuser, non? Non, le médecin ne s'est pas excusé. Le médecin continue d'injecter du glucose à quelqu'un qui souffre du diabète. Et il ne s'excuse pas. Conséquence? Donc, il veut tuer. Parce qu'ils savent très bien que l'évaluation diagnostique ne permet pas de découvrir les insuffisances de l'enseignant. Ils savent très bien que l'évaluation diagnostique n'est pas prévue par les textes. Statut général de la fonction publique. Nulle part on a prévu une évaluation diagnostique. Statut particulier des enseignants. Nulle part on a prévu une évaluation diagnostique. Et vous le leur avez signifié. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont promis? Ils n'ont rien promis. Ce qu'ils ont répondu, ouais, ils ont répondu que c'est le gouvernement qui prend l'initiative de l'orientation à donner dans la politique voilà, éducative. Et nous avons dit oui. C'est lui qui prend l'initiative. Encore, il n'est pas le seul à définir l'orientation. C'est avec les travailleurs, c'est avec les partenaires sociaux qu'il définit l'orientation. Mais quand il finit de définir l'orientation, la mise en œuvre doit se faire selon des tests, selon des règlements, selon des lois. Et ces lois s'élaborent. On ne peut pas, parce qu'on a défini l'orientation, pratiquer ou bien mettre en œuvre de façon arbitraire, sans suivre des principes, sans suivre des règles déjà préétablies. Donc, si des gens ont refusé de composer le 24 août, c'est parce qu'ils estiment que la règle n'a pas été suivie, la loi n'a pas été respectée. Ils sont revenus, ils ont menacé, et les gens sont venus pour composer. Certains ont composé le 7 septembre, d'autres n'ont pas composé. Et on dit qu'on va les licencier. Je dis, mais si c'est ça, on devrait les licencier. Il y a déjà des suspensions. Si on devrait les licencier, pourquoi on n'a pas licencié ceux qui ont boycotté l'évaluation en juillet 2018? Pourquoi on n'a pas licencié les 80% qui ont boycotté l'évaluation en janvier 2019? Qu'il ne s'agit pas d'un problème administratif. Ce n'est pas une insubordination à sanctionner. C'est un problème de gouvernance dans le secteur. C'est-à-dire que le gouvernement veut violer les étapes, veut violer les lois. Les travailleurs disent on n'est pas d'accord. Et ils appellent l'opinion publique à témoin pour que tout le monde se lève. Les licenciés, ça serait arbitraire. Et vous avez vu, lorsque le ministre, les différents ministres de l'enseignement secondaire, primaire, ils ont donné des demandes d'explication à ceux qui n'ont pas composé. Mais avant de donner les demandes d'explication, à partir du 26 septembre, on a constaté qu'ils avaient déjà suspendu tous ceux-là à partir du 25. C'est-à-dire, le 25 septembre, on a suspendu les enseignants et à partir du 26, on a commencé par leur donner des demandes d'explication. On connaissait déjà leur explication dans tous les cas. Donc, on connaissait déjà leur explication. Ça veut dire que notre gouvernement, dans tous les cas, ne veut rien respecter.
Aujourd'hui, nous travaillons selon des textes. C'est sur la base des textes, sur la base des lois. Aujourd'hui, il y a plus de 500 enseignants qui sont dans le cas, qui sont suspendus. Oui. Est-ce que vous ne sentez pas une certaine responsabilité, celle de ne pas prendre en compte, n'est-ce pas, le gouvernement que vous avez, votre vis-à-vis, et de changer de méthode? D'abord, il faut féliciter ces enseignants-là qui ont le courage de mettre le doigt là où ça fait mal. Si c'était rangé comme tout le monde pour composer, personne n'aurait su qu'il y a problème. Si tout le monde avait composé, les gens n'auraient pas su que l'évaluation diagnostique n'est pas prévue par la loi. Et que si on s'en tient à cette évaluation, on ne peut pas découvrir les problèmes de l'école qu'on va enfoncer donc l'école dans un gouffre parce que l'école est en train de mourir. Dans quelques jours, nous n'aurons pas de salaire et ça, c'est pas ce que deuxièmement, il y a de solutions. Deuxièmement, Monsieur Virgile, nous sommes à la rentrée. À Bégamin, au groupe A ou B là, il y avait 6 mètres. Non, il y avait 2 mètres sur 6. Avec la suspension là, il reste 1 mètre. Si vous allez dans les différentes écoles, je suis en train de faire le point, les différentes écoles, avec cette rentrée-là, il y a des écoles où dans la classe, vous avez 130 élèves. On prend le CM1 et le CM2 qu'on mélange. Classe jumelée. Du nord au sud. Vous savez, il manquait déjà la rentrée dernière, j'ai fait le point. Et depuis la rentrée dernière jusqu'à maintenant, on n'a pas recruté, des gens sont allés à la retraite. Donc dans plusieurs écoles, il n'y a pas de mètre, il y a 1 mètre sur 6, il y a 2 mètres sur 5, il y a 2 mètres sur 6. Et à la fin, on va licencier, on va limoger les directeurs pour dire que c'est eux qui ont mal travaillé. Alors qu'on a donné 60 élèves, 80, 130 élèves à un enseignant. C'est dans ces conditions qu'on se donne le luxe de licencier des enseignants qualifiés. Ceux qui ont le CAPES, le BAPES, ceux qui sont directeurs, censeurs, surveillants, ceux qui en fait donnent la qualité à l'école, ceux qui ont le CAP, ceux qui ont le CEAP, c'est eux qu'on licencie. Même s'il y avait même problème, même s'ils sont en faute, est-ce qu'on ne devait pas regarder la qualité de l'école, la qualité de l'enseignement et pouvoir s'asseoir et régler? À plus forte raison que ces enseignants sont en train de dire au gouvernement, attention, ce qui se passe dans notre pays ne se passe nulle part. Assoyons-nous et réglons. Donc, nous nous sentons véritablement à l'aise parce que nous aidons à régler les problèmes de l'éducation dans notre pays. Et les enseignants qui ont boycotté, qui sont suspendus, si on leur coupait le salaire, ça va être de l'arbitraire. C'est pour ça que c'est une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire de ceux qui on va y revenir. Joël Tchoboué, encore une fois, sur le front de l'enseignement, il n'a rien également, rien à mettre sous la dent. Oui, encore une fois, il y a, si on s'en tient à ce que M. Kassamampo vient donc d'expliquer, malheureusement pour sa centrale, parce qu'il sait que les mieux ont été quelque peu lézardés dans le rang donc des centrales et confédérations syndicales où il y a une disparité dans les prises de position. Quand vous écoutez M. Kassamampo avec cette fougue, cette énergie débordante avec laquelle il explique ce qui tient à cœur aux travailleurs, ce n'est pas évident que quand vous inviterez ici dans ces mêmes studios d'autres centrales syndicales que vous puissiez entendre les mêmes sons de cloche. Ça, c'est un gros handicap aujourd'hui qui affaiblit, qui consacre donc l'effondrement quelque peu de la lutte syndicale au Bénin. Ceci étant, quand vous prenez les revendications, je vais revenir rapidement sur le contrat administratif qui lie désormais, par exemple, ces aspirants, puisque c'est désormais donc le nom, à la NPE. Ce matin, j'apprenais que sur les 15 000 attendus, quelques 12 000 ont enfin signé. Et donc, selon M. Urbain Amegwedji, le directeur de la NPE, il estimait sur les ondes donc d'une radio sœur que les 3 000 certainement qui restent ne sont pas visiblement intéressés par la signature de ce contrat. Le contrat ne les intéresse pas. Ne les intéresse pas, donc qu'eux, ils vont donc clôturer
et faire le point et se cantonner aux 12 000 enseignants qui ont signé. Donc, véritablement, au fait, le problème reste entier. Le problème reste entier et il va falloir que le gouvernement puisse également s'asseoir et encore revisiter un peu les colonnes de ce contrat administratif pour savoir quels sont les points d'avancée, quels sont les points d'ombre sur lesquels il faut encore travailler pour véritablement mettre à l'aise les enseignants. Nous avons, un peu comme on vous le dit souvent, les enseignants ce ne sont pas des extraterrestres. Ils sont dans nos coins, ils sont dans les marchés, dans les rues, dans les quartiers. Et nous les côtoyons, nous vivons avec ces enseignants-là. Ce sont des frères, ce sont des pères. Et ça pose un problème, effectivement, quand quelqu'un, du jour au lendemain, est débarqué de son milieu naturel de vie, avec la rentrée qui commence, où il a déjà inscrit son enfant peut-être dans un établissement proche de son domicile, et que parce qu'il a signé un contrat administratif avec la NPE, il quitte donc quelque part il quitte à Zové par exemple, et il se rend à Natitengu, ou il se rend peut-être à Cotonou, alors que nous savons quand même que en fonction des milieux de vie, le niveau de la vie est donc cher. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes de fond qu'il faut absolument régler, à mon avis, sur ça. Maintenant, quand on parle des enseignants de l'évaluation diagnostique, malheureusement, vous avez posé la question à M. Kassa Mampo, et c'est sur cette fibre sociale que moi je voudrais l'inviter. Effectivement, aujourd'hui, ces enseignants, ces 500 enseignants sont, je vais le dire comme ça, c'est comme des morts gratuites ou bien des martyrs, parce qu'ils sont donnés effectivement pour vous aider, pour aider la nation à déceler des problèmes qui existent dans la République. Mais dans quelques jours, effectivement, comme le dit donc Vigile, malheureusement, le gouvernement va couper les salaires donc, de ces 500 enseignants avec des problèmes sociaux qui vont se greffer. Alors, moi, je voudrais quand même que, oui, qu'on puisse trouver un syndicat comme la CSTB qui puisse à la fois en train de défendre effectivement le respect des normes requises dans la matière éducative, mais également plaider pour que ces enseignants effectivement puissent rapidement être rétablis dans leurs droits. Ne pas le faire, pour moi, ça ne serait pas forcément rendre service à ces enseignants. Il va le dire tout à l'heure. Oui. Maintenant, je vais finir sur la question parce que nous parlons de l'éducation. Il oublie certainement que le ministre des enseignements maternels et primaires, ils ont imposé un code vestimentaire dernièrement à vos syndiqués certainement qui quelque peu se sont égarés d'un point de vue d'habillement. On leur impose un code vestimentaire. Je pense que au fond, il faut que le syndicalisme au Bénin puisse être en alternance entre effectivement la protection de ces valeurs qu'on défend et également l'éducation et la revendication. Voilà. Oui, très rapidement, Patrice Savala. Depuis le gel des recrutements au niveau de l'enseignement, je pense que c'est là le début des problèmes de l'école béninoise. Parce que chaque année, il y a toujours quelques travailleurs de l'État qui partent à la retraite. Il faut pouvoir leur remplacement, ce que les gouvernements successifs n'ont pas eu à faire en son temps. Ajouter à cela au problème de personnel dans l'éducation, les infrastructures. Aujourd'hui, les problèmes sont là entiers. Le gouvernement de la rupture a peut-être de bonnes raisons d'opérer des réformes dans le secteur éducatif, comme beaucoup d'autres secteurs dans lesquels ils interviennent avec tout ce qu'ils inventent, des trucs du genre aspirants, qui pour moi ne ressemblent absolument à rien. Aspirant, M. Kassa Mampo l'a dit, celui qui est dans l'enseignement depuis 10 ans aspire à quoi encore? Il aspire à quoi? Il faut qu'on recadre cette terminologie-là pour quand même montrer que l'on réfléchit à un moment donné, que l'on a des conseillers qui quand même donnent des directives à suivre pour qu'on puisse avoir une solution aux problèmes qui se posent. Oui, mais quand vous êtes face à un gouvernement qui n'a que faire de vos recadrages, qu'est-ce que vous faites pour vous faire entendre? Oui, mais lorsque nous sommes dans un pays où tout est encadré par des lois, qu'est-ce qu'on peut faire que de subir? Qu'est-ce qu'on peut faire que de subir? Je peux passer la parole à Kassa Mampo Naini à présent. Oui? Allons-y. Vous me permettez?
D'accord. Et très rapidement, nous allons finir cette émission. Non, je crois que la question soulevée par Joël par rapport au licenciement qui est imminent, mais ce n'est pas à moi que la question s'adresse. Le gouvernement fonctionne selon des lois, selon des textes. Ces textes sont violés par le gouvernement. Les citoyens disent non. C'est comme Laurent Métoyon, le truc de Laurent Métoyon qui est en prison et autres là. Et le président nous dit de ne plus parler de Laurent Métoyon si on vient à la présidence. Et vous êtes à la camp. C'est à une rencontre là. Ne parlez plus de lui, ne parlez plus du forestier Patrice Trépeau. D'ailleurs, pour Patrice Trépeau, je suis en train de voir au plan social comment je vais l'aider et tout ça. Mais ne parlez pas de son licenciement, ne parlez pas de Laurent Métoyon. Je viens de rappeler comment aujourd'hui ce n'est plus... le gouvernement ne peut plus dire le dossier est dans les mains de la justice. Puisque c'est devant tout le monde que... Je vous repose la question, si vous permettez. Puisque là, on est tenu par le... Une question m'avait été posée. C'est-à-dire, il faut plus... Le gouvernement ne peut plus dire que le dossier de Laurent est dans les mains de la justice. À partir du moment où c'est le ministre de la Justice qui a arraché le dossier à quelqu'un qui pilotait le dossier depuis 5 mois et a confié le dossier à quelqu'un qui, en moins de 24 heures, a jugé et condamné. Donc, ce n'est plus le droit. C'est connu de tous que c'est le gouvernement qui maintient Laurent et tout le reste en prison. À partir de ce moment, c'est le peuple qui est interpellé. Pour ce qui est des enseignants licenciés et suspendus, parce qu'ils ont respecté la loi. Mais vous invitez la CSTB à dire au gouvernement, bon, donc vraiment, aux enseignants, vous qui avez respecté la loi là, non, allez violer la loi, allez accepter que les autres, allez accepter, donc, allez demander pardon pour dire non. Donc, non, les enseignants suspendus ils sont dans leur droit, il revient à l'État et il revient à tout le monde. Ce n'est plus l'affaire des enseignants, parce que c'est une affaire de l'école. L'école concerne tout le monde. Si le gouvernement décide de leur couper le salaire, de les licencier, ça sera un licenciement arbitraire que tout le monde se doit de dénoncer. Et ça se réglera devant la justice. Parce que ce n'est pas seulement la justice. Ça se réglera partout. Ça dit que c'est tout le monde qui constatera que on veut enterrer l'école. Pour ce qui est de code vestimentaire, je ne vais même pas en parler. Le gouvernement a donné 5 000 francs pour s'habiller. Pour s'habiller. Pour les 9 mois d'habillement ou les 12 mois. Merci donc, à vous. On veut donner. Il faut que les travailleurs, les journalistes, les parents d'élèves, tout le monde se lève pour dire non à la suspension. Et la suspension ira dans tous les... Ça ira dans tous les secteurs. Ça ira à la santé, ça ira au développement rural, ça ira dans tout. Encore qu'ils avaient déjà suspendu. Aujourd'hui, c'est... Merci. Kassa Mampo Naini, secrétaire général de la CSTB. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci, Georges. Mais c'est dans tous les secteurs que Patrice Talon veut renvoyer les gens. Merci Il faut que tout le monde aux amis auditeurs aussi. C'est la fin de cette émission. Merci à chacun, merci à tous. À demain.